Donc, je fais partie également du laboratoire Biotis, qui est un laboratoire de bioingénierie tissulaire à Bordeaux. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mes travaux qui concernent la régénération osseuse et vasculaire avec les technologies de bioimpression. Alors, juste quelques mots pour resituer le contexte. Donc, j'ai laissé la présentation en anglais si toutefois il y avait des francophones dont le français n'est pas la langue native, ça pourra les aider. Donc, actuellement, on sait que les maladies induisant des pertes de tissus osseux constituent un problème majeur de santé publique. Chaque année, dans le monde entier, plus de 2 millions de greffes osseuses sont réalisées. Donc, actuellement, vous savez qu'il y a différentes solutions thérapeutiques qui existent, les autogreffes, allogreffes, xénogreffes et substituts synthétiques. Mais ces thérapeutiques, elles présentent toutes des limites et des risques. Donc, c'est pourquoi l'ingénierie tissulaire a été développée pour promouvoir le développement de nouveaux substituts osseux aux propriétés optimisées. Donc, l'ingénierie tissulaire, pour faire simple, c'est une stratégie qui va combiner des cellules, un échafaudage que l'on appelle souvent scaffold et des facteurs de croissance. Et globalement, le principe, ça va être de venir prélever des cellules chez le patient porteur du défaut osseux, justement, venir amplifier ces cellules et ensuite venir les ensemencer dans un échafaudage avec éventuellement des facteurs de croissance, de la stimulation mécanique. Et une fois que notre substitut a maturé, on vient le réimplanter chez le patient. Donc, l'avantage, c'est qu'on évite ainsi le rejet immunitaire et ça permet une meilleure intégration du substitut. Mais néanmoins, actuellement, ces substituts d'ingénierie tissulaire osseuse, ils présentent des limites et en particulier un manque de vascularisation précoce. Et vous savez qu'en cas de manque de vascularisation, on va avoir une moins bonne survie de l'implant, une moins bonne intégration et un risque élevé de nécrose. Donc, c'est en ce sens qu'il y a différentes stratégies de prévascularisation qui ont été mises en place. Parmi ces stratégies, on va avoir la délivrance de facteurs de croissance pour stimuler la formation de vaisseaux au sein du substitut. On va avoir la coculture également de cellules, avec une coculture de cellules vasculaires et de cellules qui ont un potentiel de différenciation ostéogénique, donc qui peuvent devenir des cellules osseuses. Et le fait de les mettre en coculture, elles vont avoir une action synergique et elles vont permettre de promouvoir la régénération d'un tissu osseux vascularisé. On a également la stimulation mécanique qui va pouvoir favoriser la formation d'un tissu osseux, le contrôle également des propriétés des biomatériaux, de l'architecture, de la porosité et la biofabrication, dont vous avez peut-être entendu parler, qui va associer les stratégies de bioimpression et de bioassemblage. Donc aujourd'hui, on va parler de bioimpression. Alors, je pense que vous connaissez tous différentes stratégies de bioimpression. On va avoir la bioimpression par extrusion qui est basée sur l'utilisation d'une seringue qui va pousser le matériau et l'imprimer. On va avoir l'impression jet d'encre et ensuite la bioimpression assistée par laser qui est certainement la moins connue du grand public et dont on va parler aujourd'hui. Alors, tout d'abord, un petit peu d'histoire sur la bioimpression assistée par laser. Initialement, c'était une stratégie qui visait à imprimer des particules métalliques d'un donneur vers un receveur. L'avantage de cette technologie, c'est qu'elle est extrêmement précise et résolue et c'était utilisé en particulier pour imprimer des micro-circuits électroniques. Et puis ensuite, cette technologie, elle a été progressivement adaptée, optimisée pour imprimer des éléments vivants, en particulier des cellules, de l'ADN, des protéines, grâce à l'interaction du laser avec une lame donneuse. Et cette interaction provoque la formation d'un jet, et c'est ce jet qui va projeter l'encre cellulaire du donneur vers le receveur. Donc ici, vous avez une petite vidéo pour vous expliquer un peu plus facilement le principe de cette technique. Donc, vous avez une impulsion laser qui va être dirigée vers un miroir. Ici, on utilise un laser nanoseconde pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Ensuite, le faisceau passe au travers d'une lentille, puis d'une lame donneuse, et c'est l'interaction avec la couche absorbante métallique qui va générer un phénomène d'évaporation, la formation d'une bulle en fait de vapeur, la formation d'un jet et la projection de cellules du donneur vers le receveur selon le motif que l'on aura choisi initialement sur l'interface informatique. Donc, il y a tout un tas de paramètres qui vont être impliqués dans cette impression laser, des paramètres environnementaux, des paramètres optiques, tout ce qui est viscosité de votre bioencre, également les propriétés du substrat receveur. Et un des paramètres majeurs, ça va être l'énergie, puisque si notre énergie laser que l'on a préprogrammée n'est pas suffisamment importante, alors on n'aura pas cette formation de bulle et pas de formation de jet, donc pas d'impression. Et au contraire, si l'énergie est trop importante,
alors la bulle va exploser et va projeter plein de gouttelettes sur le substrat receveur et on obtiendra une impression qui ne sera pas du tout précise. Donc, l'un des paramètres majeurs à régler lorsqu'on développe une nouvelle bioencre, ça va être de contrôler l'énergie idéale pour avoir la formation de ce jet précis et une impression reproductible. Donc, au sein de notre unité de recherche en France, on utilise cette station de bioimpression pour l'étude des paramètres physiques post-impression, l'étude de la préservation de la viabilité de nos cellules après impression, également la préservation des propriétés des biomatériaux qu'on imprime. Ici, vous voyez des particules d'hydroxyapatite qui ont été imprimées. Et l'une des originalités de notre unité, c'est qu'on a utilisé la bioimpression pour faire de l'impression directement in situ et in vivo. Ça veut dire qu'on vient imprimer nos cellules et nos biomatériaux directement sur, donc actuellement c'est chez l'animal, mais l'objectif c'est la translation clinique, mais chez le petit animal. Donc là, je vais vous parler de mes travaux de recherche que j'effectue depuis en fait mon Master 2 et en particulier mon doctorat. Donc précédemment, j'avais cherché à identifier les paramètres optimaux d'impression de cellules vasculaires pour obtenir des réseaux microvasculaires organisés selon une architecture définie. Et ensuite, l'objectif, c'était de transposer ces paramètres optimaux chez le petit animal et de venir imprimer cette vascularisation organisée au niveau d'un défaut osseux, l'objectif étant de guider la cicatrisation osseuse parce qu'on sait qu'avec une meilleure vascularisation, on aura une cinétique de cicatrisation qui sera accélérée. Donc, pour les âmes sensibles, si vous ne voulez pas regarder, vous n'êtes pas obligé. Donc, la première étape, c'était de réaliser les défauts osseux. Donc, on travaille au niveau de défauts osseux crâniens parce que l'objectif, c'est que ce soit applicable après à de la régénération maxillofaciale. Et ensuite, une fois que les défauts sont réalisés, on vient positionner notre souris dans la station de bioimpression. Donc ici, vous pouvez voir ce que l'on voit à l'écran de la station de bioimpression. On peut voir notre défaut expérimental sur lequel on va imprimer nos cellules vasculaires. On vient centrer notre motif d'impression au centre du défaut que vous pouvez voir ici en gros plan. Et ensuite, on va préparer notre encre cellulaire. Alors, notre encre, c'est quoi? Ça va être des cellules dans du milieu de culture à très forte concentration que l'on vient étaler comme ça sur notre lame donneuse que je vous ai montré tout à l'heure avec la couche absorbante métallique. Et donc, on vient l'étaler de la manière la plus homogène possible. Et ensuite, on vient positionner cette cartouche d'encre dans la station de bioimpression au-dessus de notre petite souris qui est endormie. Ensuite, on peut lancer le process d'impression avec le motif que l'on aura choisi initialement. Alors, le process est très rapide, ça prend 1 à 2 secondes, c'est extrêmement rapide. Et ensuite, on vient vérifier avec un microscope à fluorescence si nos cellules ont bien été imprimées de manière précise avant de suturer et de raccompagner la souris à l'animalerie. Donc, les résultats, ils ont montré qu'on était capable d'imprimer in situ différents motifs d'impression de cellules endothéliales. Et les résultats en particulier ont montré que certains motifs de vascularisation permettaient d'obtenir à 2 mois une meilleure vascularisation du site et une meilleure régénération osseuse. Donc, ces résultats, ils étaient prometteurs. Néanmoins, on n'a jamais réussi à obtenir une régénération osseuse complète, probablement du fait du matériau utilisé, puisqu'à l'époque, on utilisait un simple gel de collagène sans particules minérales. Et donc, l'objectif de la collaboration franco-japonaise, c'était de travailler justement sur ce nouveau matériau receveur, ce que l'on appelle un biopaper pour papier biologique. Donc, l'objectif de ce projet, c'était de développer un matériau sur mesure, adapté à la bioimpression assistée par laser et incorporant des particules minérales pour booster la régénération et la minéralisation de ce site. Donc, ce projet, il a été fait en collaboration avec l'université de Kyoto, puisque j'ai reçu une bourse postdoctorale de la part de la JSPS et également un financement de la Fondation Arc Recherche pour le cancer pour effectuer une mobilité d'1 an au sein du laboratoire de biomatériaux du professeur Yasuhiko Tabata. Et également, c'est en collaboration avec la Kyushu Dental University, avec qui on collabore notamment pour l'aspect particules minérales et verre bioactif. Donc, ce projet, il était divisé en 3 étapes. Tout d'abord, le design de notre nouveau biopaper, papier biologique, la caractérisation de ce nouveau matériau. La deuxième étape, c'était d'étudier le comportement des cellules au sein de ce biomatériau. Et la troisième étape, de développer un modèle de co-culture, comme je vous en ai parlé, avec des cellules vasculaires, des cellules osseuses
et puis étudier si on a bien une formation de vascularisation au sein de ce matériau. Donc, ces matériaux, ils sont constitués de feuillets de gélatine spongieuse incorporant des particules minérales. Pour faire bref, ce protocole, il implique différentes étapes. Une étape de congélation de notre solution de gélatine pour créer les cristaux de glace et créer cette porosité. On obtient une sorte de petite éponge de gélatine. Ensuite, on vient lyophiliser pour maintenir la structure, la microstructure de ce matériau. Et ensuite, on vient réticuler le matériau. Donc, j'ai testé différents paramètres en termes de congélation, de concentration de particules minérales, de réticulation, et ensuite on a caractérisé le matériau en termes de microstructure, de propriétés physiques et mécaniques. La deuxième étape, c'était d'étudier le comportement des cellules. Ici, on utilise des cellules souches adipeuses. Les cellules souches adipeuses, on sait qu'elles ont ce potentiel de pouvoir se différencier en cellules osseuses. Elles ont un potentiel de différenciation ostéogénique. Et donc, ensuite, on a essayé d'évaluer la viabilité, la prolifération et la différenciation ostéogénique de ces cellules au sein de ce nouveau biomatériau. Et enfin, la dernière étape, c'était de réaliser, comme je vous en ai parlé, ce modèle de co-culture en ajoutant des cellules endothéliales issues de la veine ombilicale. Ce sont des cellules qui ont le potentiel et qui ont montré très fréquemment dans la littérature qu'elles avaient un fort potentiel de création de structures microvasculaires au sein des substituts d'ingénierie tissulaire. Et la dernière étape, c'était de voir si ce nouveau matériau il était adapté à des stratégies de biofabrication, en particulier adapté à notre stratégie de laser assisted bioprinting, mais aussi adapté à d'autres stratégies de moulage en 3D et de stacking pour obtenir un empilement des feuillets et obtenir des constructions en 3 dimensions. Donc, les résultats, je vais très brièvement passer dessus, mais globalement, pour vous expliquer le principe, les résultats, ils permettaient de déterminer les meilleures conditions, les conditions optimales pour obtenir une bonne porosité. Vous pouvez voir sur les images en haut à gauche la porosité de notre matériau, puisque c'est ça qui va permettre une bonne prolifération de nos cellules au sein du matériau, une bonne vascularisation et ensuite régénération. On a sélectionné également en fonction des propriétés physiques, en fonction des propriétés mécaniques, puisqu'on sait qu'il nous faut un matériau qui soit quand même suffisamment rigide pour induire cette minéralisation et cette régénération osseuse. Et puis, on a fait une analyse préliminaire du comportement des cellules. Est-ce que les cellules, elles se sentent bien au sein de ce feuillet ou pas? Et à partir de tous ces paramètres-là, on a sélectionné 2 grandes conditions pour la poursuite des expérimentations, donc en se basant sur ses propriétés mécaniques, physiques et métaboliques. Ensuite, la deuxième étape, c'était d'évaluer le comportement de nos cellules souches adipeuses au sein du matériau. On a évalué si les cellules restaient vivantes une fois qu'on les ensemençait dans ce matériau. Et également, on a évalué leur prolifération. Est-ce qu'elles prolifèrent bien? Est-ce qu'elles poussent bien dans le matériau ou pas? Et on a pu déterminer une condition où la prolifération était en légère baisse à partir de J7. On peut se dire que c'est moins prometteur, mais finalement, c'est dans cette condition-là que l'on voyait que les cellules avaient une activité, sans rentrer dans les détails, une activité phosphatase alcaline. C'est un indicateur de la différenciation des cellules qui vont s'engager dans la voie ostéoblastique. Donc, elles avaient une meilleure activité ostéogénique et également une plus grande augmentation de la rigidité du substrat, donc une plus grande synthèse de particules minérales. Donc, a priori, c'est dans cette condition-là que l'on a les meilleures chances de pouvoir reconstituer notre os et régénérer notre os. Vous pouvez voir ici sur les coupes histologiques, toujours in vitro, que c'est dans cette condition-là que l'on a également le plus de calcium qui se forme après 35 jours de culture in vitro. Donc, on a formation d'un tissu minéralisé, en anglais bone-like tissue, un tissu qui ressemble à de l'os au sein de cette condition, donc à évaluer après in vivo, bien sûr. On a ensuite utilisé une technique pour caractériser ce matériau. On a immergé le matériau dans du fluide biologique et on a regardé ce qui se passait. Et dans cette condition-là, on a formation de particules minérales sur toute la surface du matériau de manière spontanée dans le fluide biologique. Et ces cristaux, ils ressemblent aux cristaux d'hydroxyapatite, qui sont les cristaux qui ressemblent en fait aux cristaux que l'on retrouve dans l'os, qui sont les principaux constituants du tissu osseux. Et ensuite, la dernière étape dont je vous ai parlé, c'était d'effectuer la co-culture avec nos cellules vasculaires. Donc, on a utilisé les cellules endothéliales de la veine ombilicale, on les a ajoutées à notre matériau cellularisé. On a pu voir
que ces cellules formaient des réseaux microvasculaires in vitro. Donc, c'est assez prometteur et c'est pour ça qu'on s'est engagé ensuite à utiliser ce matériau-là pour la bioimpression assistée par laser en collaboration avec mon unité de recherche en France, puisque toutes les manips précédentes, je les ai faites à Kyoto au sein du laboratoire de biomatériaux et ensuite j'ai envoyé mes petits biopapers en France pour qu'on puisse imprimer dessus nos cellules endothéliales. Donc on a designé une architecture comme ça un peu complexe de réseaux microvasculaires. C'est pour montrer à quel point on peut utiliser une architecture complexe, à quel point on peut utiliser une notion de gradient avec plus de réseaux au centre et moins en périphérie, comme c'est le cas dans l'os. D'ailleurs, avec, vous savez, l'os cortical et spongieux. Et ici, vous pouvez voir, donc tout en vert, c'est notre biopaper avec nos cellules souches adipeuses qui ont proliféré en son sein, et en rouge, les cellules vasculaires qui ont été imprimées par bioimpression assistée par laser sur ce biopaper. On a fait le suivi et vous pouvez voir à J7 qu'on obtient des réseaux microvasculaires organisés selon l'architecture que l'on avait définie au préalable. Alors, le maintien du motif est plutôt correct, mais on aimerait bien améliorer et avoir un meilleur maintien au fil du temps. Et c'est pourquoi on a développé une collaboration avec la compagnie Cell-In qui a un siège sur Kyoto, donc qui travaille autour de la bioimpression justement. Et on a imprimé à l'aide d'une autre technologie un moule et à partir de ce moule, j'ai pu réaliser des biopapers présentant des dépressions conformément au motif choisi initialement. Donc l'objectif évidemment, c'est de venir guider les cellules et faire en sorte que ces cellules elles restent dans cette sorte de gouttière au sein des biopapers. Donc, on a fait des premiers essais avec juste un ensemencement aléatoire de cellules pour voir comment se comportaient les cellules. Et effectivement, on voit que les cellules ont tendance à venir se loger dans les dépressions au fil du temps. Ici, c'est une image à J7 post-ensemencement. Donc, l'objectif, ce serait peut-être de venir combiner la stratégie de bioimpression laser à cette technique de moulage en 3D pour obtenir vraiment des réseaux qui sont conformes au motif que l'on veut garder et conformes au tissu natif que l'on veut mimer. Donc, en conclusion, la stratégie pour le futur proche, on aimerait bien pouvoir imager en 3D un défaut osseux simulé, venir ensuite modéliser numériquement le substitut osseux qui correspond à ce défaut osseux et ensuite venir conformer chaque biopaper couche par couche pour reconstituer par empilement, par stacking, un substitut en 3 dimensions et ensuite évaluer ce que ça donne in vivo, voir si ça se vascularise bien et si ça s'intègre bien et surtout si on forme de l'os. À moyen et long terme, l'objectif aussi, puisque je vous ai parlé là de la bioimpression assistée par laser, ce serait vraiment de développer une station tout autour du laser, c'est-à-dire où le laser, il peut servir à la fois à scanner la lésion, à la fois à réaliser la résection de l'os, à la fois à imprimer nos cellules et à la fois à imager la maturation. Donc ça, c'était une petite vidéo pour illustrer le principe du tout en un. L'objectif, ce serait d'utiliser cette source laser, imaginons pour scanner la lésion tumorale et venir ensuite effectuer la résection tumorale au niveau de l'os. Ensuite, on pourrait utiliser cette même source laser pour venir imprimer par bioimpression assistée par laser sur mesure nos cellules, nos biomatériaux, nos éventuels facteurs de croissance, nos protéines, et combler notre défaut osseux et tout ça guidé par ordinateur, donc ce serait parfaitement sur mesure. Et ensuite, la dernière étape, ce serait de venir utiliser cette source laser pour venir imager et suivre en temps réel la cicatrisation de notre tissu osseux à l'aide de microscopie de photons. Donc voilà ce sur quoi nous sommes actuellement en train de réfléchir pour la suite du projet. Donc, je pense que j'ai respecté le timing. Je voulais juste remercier déjà Cécile Lally pour l'organisation et les organisateurs de cet événement, puisque ça fait plaisir de pouvoir présenter son projet en français. Ça fait du bien. Ensuite, je remercie aussi mes supports financiers, donc la bourse postdoctorale que j'ai reçue de la part de la Japan Society for the Promotion of Science et la Fondation ARC Recherche pour le cancer. Merci à tous pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.